L'Europe du 8e siècle est un véritable patchwork. Découpée et fragmentée après la chute de l'Empire romain, c'est le chaos, l'ignorance et la guerre quasi permanente. Mais un seul, va non seulement inverser cette tendance, mais aussi restaurer l'idée d'un empire d'Occident, relançant la culture et l'éducation. Cet homme, c'est Charles Ier le Grand, ou pour le dire plus simplement, Charlemagne. Guerrier implacable, administrateur visionnaire et figure centrale du Moyen-Âge. Dans cette vidéo, nous allons explorer son règne, de sa jeunesse dans l'ombre des Mérovingiens à ses conquêtes spectaculaires, en passant par la fameuse Renaissance carolingienne, jusqu'à son couronnement impérial. Chers pèlerins, accrochez-vous, le voyage commence maintenant. Charlemagne est né en 742, à une époque de transition. Le pouvoir était officiellement détenu par les rois mérovingiens, les célèbres rois fainéants. Mais le pouvoir réel était plutôt entre les mains de sa famille, les Carolingiens. Son grand-père était le légendaire Charles Martel, qui a créé sa légende à Poitiers. Son père, Pépin le Bref, avait mis fin à la mascarade en 751 à Soissons, se faisant couronner roi des Francs avec l'accord du pape Saint-Étienne II, qui n'a absolument rien à voir avec la ville. En contrepartie, il donne de larges terres au pape, ce qui donnera plus tard les États pontificaux. À la mort de Pépin en 768, le royaume est partagé selon la coutume franque, entre Charles et son frère Carloman. Leurs relations sont tendues, très tendues. On s'attend à une guerre civile inévitable. Mais l'histoire prend une tournure inattendue. En 771, Carloman meurt subitement. Ce hasard de dingue questionne. Charlemagne aurait eu tout intérêt à tuer son frère ainsi, mais personne ne veut créer de précédent, alors on ne remet pas en cause la version officielle. La veuve et les enfants de Carloman fuient en Italie. Charles, lui, récupère l'intégralité du royaume sans tirer un seul coup de feu, si vous me permettez l'expression. À 29 ans, Charles est le seul maître du royaume des Francs. Il a une soif insatiable d'expansion. L'ambition de Charlemagne est double. Premièrement, unifier les peuples chrétiens sous son autorité, puis ensuite, convertir par la force des païens à l'Est pour les ramener dans le peuple chrétien. C'est une mission à la fois politique et religieuse. Charlemagne est empêtré dans la question saxonne. Son père Pépin a soumis les Saxons en 748 en les faisant tributaires. Enfin théoriquement. En pratique, ils sont païens et font régulièrement des pillages. C'est pourquoi, en 772, Charlemagne lance des expéditions. Une affaire qui va durer 30 longues années. Dans les faits marquants, il y a l'incendie de Liamsult, l'arbre sacré. Il y a aussi une loi prévoyant la peine de mort pour les païens. Ensuite, le massacre des ours, animal sacré pour ces mêmes païens. Ensuite, une politique de déportation et de colonisation. Le massacre de 4500 Saxons à Verden. Ce fut un choc terrible, même pour l'époque, et cela montre la détermination féroce de Charlemagne à imposer l'unité religieuse. Mais il n'oublie pas que sa légitimité est appuyée par Rome. Au sud des Alpes, de 774 à 776, à la demande du pape, il défait le roi de Lombardie et prend sa couronne. L'ancien roi devient moine, un sacré changement de vie. Et Charlemagne devient protecteur de la papauté. En 778, Charlemagne, à la tête d'une seconde armée, attaqua les musulmans d'Espagne. Mais ce fut une campagne ratée. Sur le chemin du retour, l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne est attaquée par des Basques, dans le col de Roncevaux. Militairement, c'est un accrochage mineur, mais par contre dans les siècles qui suivront, cet événement sera mythifié dans la célèbre chanson de Roland, transformant Roland, un simple conte, en héros épique, et Charlemagne en modèle pour la chevalerie chrétienne. La fiction a souvent plus de poids que l'histoire. Charlemagne s'est battu aux frontières, mais il s'est aussi battu à l'intérieur du pays, notamment avec la Renaissance carolingienne. Pour résumer la situation à son arrivée, seule la haute noblesse et le clergé s'élirent. Et encore. Son territoire est divisé en 300 comtés. La communication est donc très sommaire. Il va d'ailleurs envoyer des missi dominici, des envoyés du maître, pour pouvoir communiquer un peu. Il s'agit d'envoyer un clerc et un noble pour écouter les plaintes et s'assurer du respect des lois. Ce sont des contrôleurs en quelque sorte. Charlemagne écrit des capitulaires qui traitaient des lois, de la religion, de l'armée, un sacré mélange. Enfin quand je dis écrire, Charlemagne ne savait pas écrire. C'est pour vous dire le niveau à l'époque. Toujours est-il qu'il fera venir à lui les plus grands intellectuels de l'époque, créant une pré-université. Sacré Charlemagne! Cette effervescence culturelle a une conséquence très pratique. L'écriture de l'époque étant extrêmement difficile à lire, on l'appelait la minuscule mérovingienne. L'équipe d'Alcuin développe une nouvelle écriture, claire et standardisée.
la minuscule Caroline. Elle est si efficace qu'elle servira de base à la police de caractère que vous utilisez. L'ancêtre de notre typographie moderne est né à l'époque de Charlemagne. D'un point de vue religieux, Charlemagne décide d'unifier les pratiques sur son territoire en adoptant les pratiques romaines. Pour cela, il envoie des chantres à Rome, mais au lieu de simplement copier, les chantres et les Romains mélangent savamment leurs chants. Apparaît alors le répertoire romano-gallican, qui deviendra plus tard le répertoire grégorien, encore vivant aujourd'hui. En 1781, 15 ans après son intervention en Italie, le pape Adrien Ier donne à Charlemagne la chapelle Sainte-Pétronie. Elle est devenue le lieu de sépulture privilégié de l'Église nationale des Francs à Rome. C'est un point d'attache religieux et politique majeur dans la ville sainte, permettant aux pèlerins francs de disposer d'un lieu de culte et de repos. Il scellait l'alliance stratégique entre la papauté et les Carolingiens. En offrant un lieu saint à Charlemagne, le pape reconnaît la prééminence des Francs comme protecteurs de l'Église de Rome. La filiation entre Sainte-Pétronie et la future France donne en partie l'expression la fille aînée de l'Église. L'établissement d'une Église nationale pour les Francs à Rome donne aux rois carolingiens un statut quasi égalitaire avec les Byzantins, qui avaient leur propre Église nationale à Rome. Cela renforçait l'idée que Charlemagne était le nouveau chef de l'Occident chrétien. Charlemagne n'a pas seulement réuni un territoire, il a unifié une culture, un système de lois, une religion. Il ne lui manquait plus qu'une chose, un titre à la hauteur de son pouvoir. En l'an 800, la situation politique est mue pour un changement historique. En Occident, certains estiment que le trône impérial est vacant depuis la chute de l'Empire romain. Le pape Léon III est dans une position délicate. Menacé par l'aristocratie romaine, il doit faire appel à la seule puissance capable de le protéger, Charlemagne. Charlemagne se rend à Rome pour rétablir l'ordre. Le jour de Noël, une date hautement symbolique. Les événements se précipitent. Le 25 décembre 800, à la basilique Saint-Pierre de Rome, alors que Charles est agenouillé pour prier, le pape Léon III sort une couronne, la place sur sa tête et la foule s'écrie « À Charles Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur des Romains, vie et victoire ». Le biographe de Charlemagne, dont je ne me risquerai pas à prononcer son nom, affirme que l'empereur fut pris de court et qu'il aurait déclaré qu'il n'aurait jamais mis le pied dans l'église s'il avait connu l'intention du pape. Pourquoi cette réticence ? Parce que le fait de se faire couronner par le pape impliquait que c'était le pape qui détenait le pouvoir de faire empereur. Charlemagne aurait préféré prendre le titre lui-même, affirmant sa propre souveraineté. Son nouveau titre, comme ses anciens, serait désormais accordé par la grâce de Dieu. Quoi qu'il en soit, l'acte est historique. Charlemagne est désormais le successeur de César, le chef de file de la chrétienté occidentale. C'est la Translatio Imperii, le transfert de l'Empire de Rome à l'Empire franc. L'empereur des Francs, le protecteur du pape, le maître de la culture, Charlemagne a atteint le sommet de son pouvoir. Les dernières années de Charlemagne sont consacrées à l'organisation de l'Empire et à la succession. Charlemagne était un homme impressionnant. Les études de son squelette montrent qu'il mesurait environ 1,90 m, soit 30 cm de plus que la moyenne de l'époque. C'était un géant. Et il se délectait de la natation et des bains chauds d'Aix-la-Chapelle, qui est devenue sa capitale et le centre de son pouvoir. Par-delà les mers, il commença à entendre parler de dangereux hommes du Nord, ou vikings. Il se prépara à leur arrivée, mais les Vikings feront l'objet d'une prochaine vidéo. Malheureusement pour l'Empire, il ne put échapper à la tradition franque du partage. Il prévoit de diviser son empire entre ses 3 fils. Cependant, le destin en décide autrement. Seul son fils, Louis le Pieux, lui survit. Encore un hasard de dingue. Charlemagne meurt en 814 à Aix-la-Chapelle. Il est enterré dans sa cathédrale palatine. Son héritage est colossal. À sa mort, il laisse un empire sans pareil en Occident, devenant un modèle pour les futurs rois et empereurs. Charlemagne fut un guerrier implacable, oui, mais aussi un homme d'État qui a su voir au-delà des champs de bataille, comprenant que le pouvoir durable réside dans l'éducation et la loi. Chers pèlerins, cet épisode est maintenant terminé. Pour ne pas rater l'histoire de l'empire que Charlemagne nous a laissé, abonnez-vous et dites-moi quel personnage historique aimeriez-vous que nous explorions ensuite. Laissez-moi vos suggestions dans les commentaires. Salut les pèlerins! Au début du règne de Louis XII, un cardinal commanda au jeune sculpteur Michel-Ange une Vierge de la Piété, la célèbre Pietà, pour décorer la chapelle Sainte-Pétronie, petit édifice de la basilique Constantine de Saint-Pierre de Rome et lieu de rassemblement des Français de Rome. Le bâtiment fut détruit pour construire la basilique Saint-Pierre que l'on connaît aujourd'hui.
10 ans plus tard, commença la construction de l'église Saint-Louis des Français, nouveau lieu de rassemblement des Français à Rome, encore d'actualité aujourd'hui.